Ouais, donc je te disais, tu vas bientôt être papa. Ce qui paraît. Tout le monde t'embête sur ça. Hein. Ouais. T'en as marre, hein. Ouais. Raconte un peu ce que te disent les gens et qui te saoulent. Les gens ont cette forte envie de me convaincre que c'est un cataclysme qui s'annonce, que ma vie va être bouleversée, que je vais en chier, que je vais ne plus dormir, que ça va être dur, tu vois. Ok. Alors, j'ai déjà fait ça 1000 fois et ça me fait marrer de voir à quel point ça t'énerve. Mais le but d'aujourd'hui, c'est pas du tout de parler de ça. Ça va être un cataclysme dans ta vie. C'est déjà un cataclysme, même si tu t'en rends pas compte encore. Mais pas du tout sur OK, tu vas pas dormir pendant quelques mois. Bon, on oublie. Heureusement qu'on oublie, sinon on ferait pas le deuxième. Mais c'est plutôt en termes de tes relations humaines. Si tu es un peu attentif, peuvent complètement être éclairées, approfondies par la relation que tu vas créer avec tes enfants. Et ben là, ton enfant qui arrive. Vous connaissez pas le sexe ou vous connaissez le sexe ? Toujours pas. D'accord. C'est la surprise. Bon, quand cet épisode sortira, je pense que le bébé sera né. Donc, bon, ton enfant, on va dire. On va essayer de faire des il et des elle dans l'épisode pour que ce soit inclusif. Quoi. C'est ça. Ouais. C'est quoi ? C'est à la mode. Les yel. Oui. Oui, on peut faire des yel. Effectivement, j'ai pas encore le réflexe, mais oui, ce serait une très bonne idée. En fait, c'est ton enfant, ça va être un être a priori. Tu vas l'aimer inconditionnellement, plus que tout au monde. Tu vas voir, c'est physique. Tu vas voir. Arrêtons de dire tu vas voir. Tu auras une expérience différente. Personnellement, c'est physique, c'est incroyable. Franchement, le jour où on a mis mes bébés sur mon ventre, mais je sais pas comment te dire. C'est pas possible de décrire autre chose, quoi. Bon, ouais, c'est un peu cheesy ce que je dis, mais non, c'est vrai, c'est pas cheesy, c'est hyper important. C'est l'une des choses les plus importantes de la vie, enfin en tout cas de ma vie. Je dis pas, bien sûr qu'on peut vivre cet amour dans plein d'autres relations, et il y a plein de gens qui choisissent ou qui n'ont pas d'enfants et qui vivent ça de manière très différente. Des gens qui ont des enfants et qui le vivent quand même ailleurs et pas là. En tout cas, personnellement, c'est vraiment une relation tellement puissante, tellement tripale, et en même temps, qui a son lot de responsabilités, d'apprentissage. Au début, on apprend à être parent. Et moi, je trouve que c'est un super terrain de jeu, de connaissance de soi. Et donc, ta vie va changer parce que je pense que pour la première fois de ta vie, à cette hauteur-là, tu vas être en charge de transmettre ce que c'est qu'être un humain à d'autres humains. Alors, tu as déjà transmis plein de choses à plein de gens, évidemment. En plus, toi, tu as déjà donné des cours et tout, donc on pourrait s'imaginer que c'est ça, transmettre. Évidemment, à petite dose, on a tous transmis, et peut-être certains plus que d'autres. Mais tu es vraiment en charge de transmettre à tes enfants ce que c'est qu'être un humain. Est-ce qu'on peut définir peut-être la transmission ? C'est exactement ça. C'est le sujet d'aujourd'hui. C'est quoi la transmission ? Comment tu définirais, toi, la transmission déjà ? C'est intéressant. Je dirais que c'est... un échange, pas forcément un échange verbal, hein. Je pense qu'il y a 1000 façons de transmettre, mais le premier auquel on pense, c'est verbal, mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Entre plusieurs êtres humains, entre des groupes, je pense qu'il y a de la transmission aussi. Beaucoup de groupes, de sociétés. Là aussi, le panel est large, hein, de valeurs, de techniques, de qu'est-ce qu'on pourrait dire, même de sentiments peut-être. On pourrait parler de transmission aussi de capacité, j'imagine, de volonté aussi, de souhait, de désir, de culture, de tradition, évidemment. Ouais. C'est marrant parce que tu vois, je pense que c'est là où l'épisode va être intéressant, c'est que moi je viens d'un milieu très athée. Ouais. Alors mes grands-parents étaient assez catho classique français, quoi. Mais mes deux parents sont plutôt inscrits vraiment dans une logique la gauche athéiste, tu vois. Ce que j'appelle les athées intégristes. La gauche de Mitterrand, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai jamais été au catéchisme. Mais c'est marrant que je parle de tradition et que tout de suite, tu fasses ce lien. Ouais, complètement. Non, mais c'était sur la transmission et la tradition parce que, je pense qu'on pourrait dire pour la majorité des humains sur cette planète, elle passe par ça. Mais oui, mais justement, elle passe par ça, même pour toi qui as eu des parents athées. Oui, et c'est ça qui est hyper mais important. d'une manière très différente de quelqu'un qui a eu des parents pas athées. Oui et non. Il y a plein de points communs que tu vois pas et que justement, ça va être une discussion, on va voir un peu les trucs et le fait d'assumer en fait son héritage, pas de se dire non, ça me concerne pas. Ah oui, mais je pense pas que ça me concerne pas. Attention, c'est pas ce que je dis. Je dis que c'est différent. C'est différent. Oui, mais pas si différent que ça. On va creuser. Mais effectivement, il y a vraiment un lien au religieux. Et en fait, quand on dit culture et tradition,
Je pense qu'on dit beaucoup de choses. Et on le dit un peu pour les auditeurs, mais je pense que nous deux, on a une approche du religieux hyper culturelle. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de foi ou de spiritualité, etc. En fait, on ne va pas en parler dans ce que les gens y mettent. On va plutôt en parler dans le sens où, ok, c'est engrammé en nous, il y a quelque chose en nous qui vient peut-être de nos ancêtres, etc. Et qui fait qu'on est humain, en fait. C'est plutôt ça qui nous intéresse. Mais le mot-clé que tu as dit, je pense, quand tu as essayé de définir la transmission, c'est échange. Et dès le début, en fait, avec tes enfants, c'est un échange. C'est pas toi qui transmets. Enfin, c'est pas dans un seul sens. C'est dans les deux sens. Et sur tous les aspects. Bien évidemment qu'on pourrait se dire, bah non, au début, c'est moi qui transmets plein de trucs à mes enfants, et puis quand ils grandissent, ils commencent à me transmettre des trucs. En fait, un enfant, il a déjà en lui plein de choses qui sont très, très... Il est beaucoup plus proche de l'humanité que nous sur plein de sujets. Sur d'autres, pas du tout. Parce que pas encore biaisé. Mais parce oui, que pas un encore, exemple tout bateau. On était, avant de venir ici, je t'ai traîné à la De Rose méthode. On a fait une pratique de yoga ensemble. On fait un petit coucou à Ityung, à notre prof. Et qu'est-ce qu'on apprend? La première chose qu'on apprend à des débutants dans des cours de yoga, c'est à respirer avec le ventre. En fait, c'est quelque chose qu'on a désappris. Tous les bébés du monde respirent avec le ventre. Et nous, on désapprend ça. Parce qu'on est stressé, parce qu'on est tendu, machin. Donc, respirer, est-ce que c'est nasal aussi buccal ou Alors, non? nasal, ça c'est sûr. Mais oui, effectivement, il y a plein de gens qui respirent avec la bouche alors que c'est très mauvais. Incroyable. Il faut vraiment respirer qu'avec le nez. Sauf quand t'as le nez bouché, mais bon, voilà. Enfin, c'est vraiment se dire, l'autre, c'est une sortie de secours. C'est pas un truc, il faut pas utiliser la sortie de secours tous les jours, quoi. Mais surtout, je vais faire une digression là-dessus, mais surtout en dormant. Beaucoup de gens qui respirent par la bouche en dormant. Oui, une fois qu'ils ont pris des mauvaises habitudes. Et ça fait perdre énormément d'énergie. Et moi, j'étais un gros respirateur. Et comment t'as fait pour changer ça? Foutre de ma gueule. Ils vendent des genres de straps que tu mets sur ta bouche. Ça devait être sympa pour ta femme. Alors, j'ai une chance, c'est qu'elle dort toujours avant moi et elle se réveille toujours après moi. Donc, t'as jamais vu avec cette tête. Non, ça limite les dégâts. Mais honnêtement, j'ai testé ça. La différence au réveil d'énergie est complètement folle. Ouais. Ah bah génial, bien sûr. Bon après on pourra faire un épisode sur ça. Mais en tout cas, c'est juste pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui de la transmission, c'est un échange. Il y a plein de choses que ton bébé sait faire mieux que toi dès le départ. Et si tu es observateur, moi je me souviendrai toujours, d'ailleurs c'est une référence qu'on pourrait mettre pour l'épisode, c'est un épisode du podcast d'une émission de radio qui existait il y a quelques années avec Frédéric Lenoir sur France Culture, si je dis pas de bêtises, qui s'appelait Des racines et... Non, c'était pas des racines et des ailes, c'était les racines du ciel. Les racines du ciel. Et il y a un épisode, je retrouverai le titre exact et le nom de l'auteur et on le mettra dans les références, là je me souviens plus. Mais c'était justement sur la transmission aux enfants. Et le mec disait, l'invité disait que lui, il a appris, que chacun de ses enfants lui a appris à être son père, si tu veux, parce qu'il était différent. Et donc vraiment, si tu es attentif, tu apprends énormément de tes enfants dès le début. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris, toi? Ils m'ont appris des tonnes de choses. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils m'ont appris? Déjà, ce que je peux observer, c'est qu'ils sont venus... Chacun est venu à un moment de ma vie où c'était un moment où j'avais certains challenges et l'enfant est venu avec... Comment dire? Avec à la fois le programme pour apaiser ces challenges-là et en même temps, le programme pour appuyer exactement là où ça faisait mal. Exemple très concret... Au moment où j'ai eu ma fille aînée, Leïla, c'est un moment où dans mon travail de thérapie, de travail sur moi, j'étais vraiment dans ma relation. Enfin, je pensais être à la fin d'un travail sur ma relation à ma mère. Et moi, je sais pas, alors ça peut paraître fou, mais je savais que ma fille aînée serait une fille. Je sais pas comment dire. C'était logique pour moi. Enfin, je sais pas si c'était logique, mais je l'ai senti. Après, c'est facile, une chance sur deux, tu peux toujours dire ça. Mais allons-y. Croyons ma partie un peu perchée qui a senti, même 1 an avant de tomber enceinte, que j'aurais une fille. Et je sais qu'elle est venue à un moment où, pour me montrer, elle est venue me montrer tout le chemin que j'avais parcouru. Enfin, c'est incroyable comme, en ayant Leïla, j'ai vu un schéma de relation mère-fille un peu toxique qui se transmettait dans ma famille. Je ne sais pas depuis combien de générations, mais en tout cas, au moins de ma grand-mère à ma mère et puis à moi. Et puis, ce qui est intéressant dans les familles, enfin, je sais pas, en tout cas, dans ma famille marocaine, ma grand-mère a eu beaucoup d'enfants, beaucoup de filles. Et donc, c'est très intéressant de voir les schémas, toutes mes tantes, quelles relations elles ont avec leurs filles, et notamment leurs filles aînées. Donc, j'avais un panel d'observations qui était
assez intéressant pour ce pattern. Et Leïla, elle est venue à un moment pour me montrer, tiens, tu as fait tout ce chemin, tu vas pas reproduire le même schéma. J'ai vu le moment où j'aurais pu reproduire le schéma si j'avais pas bossé sur moi. Et je l'ai pas fait. Et donc elle est venue me montrer ça. Et elle est aussi venue me montrer tout ce que j'avais pas encore travaillé. Et je sais pas comment te dire. Et d'ailleurs, j'aime bien souvent dire que le développement personnel ou même le travail sur les croyances, on va dire le système de croyances, notre vision du monde, c'est les couches d'un oignon. En fait, il y a un moment où on bosse, les challenges de la vie nous font bosser à une certaine couche de l'oignon et on est content. Et déjà, on grandit, on va dire. Et puis à un moment, quelques années plus tard, on recreuse et on va dans un truc plus profond. Et là, je sais que par exemple, je suis en train d'aller sur un truc encore plus profond dans cette relation. Mais en tout cas, Leïla, voilà, elle est venue déjà dans une première étape me dire, tiens, super, t'as bossé là-dessus et tu vas pas reproduire la même chose, tu vas reproduire différemment. Je fais une petite pause parce que ça amène à un sujet qui est celui de, t'as fait un travail sur la relation avec ta mère avant d'avoir Leïla. Ouais, et je remercie le ciel. Voilà, et je sais que, tu vois, on parlait du travail que je fais sur moi aussi en ce moment, avant moi d'être papa. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, de ce lien avec le travail sur soi avant d'être parent, de ce que ça apporte, pourquoi le faire? J'ai plein de trucs à dire parce qu'on pourrait, en étant un peu plus royaliste que le roi, de se dire bon, tous les êtres humains sur Terre, allez faire un peu de thérapie avant de faire des gosses et de les bousiller. Ce qui est pas forcément idiot, en vrai. Mais moi, j'ai vraiment une foi profonde que les choses arrivent au bon moment. Et que personnellement, c'était super et je remercie le ciel d'avoir vraiment beaucoup bossé sur moi avant d'avoir mes enfants. Je pense qu'il y a d'autres gens, si les gens qui n'ont pas travaillé sur eux ou qui ont un peu travaillé sur eux mais pas trop, leurs enfants vont tellement les challenger que ça va les emmener. S'ils sont dans une logique de prise de conscience, de croissance, ils verront les signes. Mais en tout cas, le message principal, c'est ta relation avec tes enfants est tellement... de toute façon, elle va te gratter tellement partout que si tu n'as pas bossé sur toi, si tu es un minimum attentif, tu vas y aller. Et puis ce que tu dis en filigrane aussi, c'est qu'elle est tellement liée aussi à tes, entre guillemets, traumas, sujets familiaux avec tes propres parents. Mais c'est incroyable. Tu sais, mais oui, de toute façon, toutes nos relations, hier, on était en supervision avec les autres coachs 108 milliards et on parlait d'un des modules de 108 milliards qui est justement de faire les dossiers un peu du passé. On appelle ça les dossiers du passé. C'est comment tu prends, sur un sujet donné, tu te réécris l'histoire que tu te racontes peut-être depuis que tu as 8 ans et puis tu reprends un peu avec le téléchargement de pensée. L'histoire de ma relation avec mes parents. Alors, en général, tu peux faire les dossiers du passé sur n'importe quoi. Tu peux faire l'histoire de ta carrière. Par exemple, ta relation au travail. Depuis que j'ai 8 ans. Non, mais de tout. Tu vois, en fait, tu te dis, je sors les éléments qui ponctuent ma carrière. Mais oui, depuis que tu as 8 ans, je quand l'avais j'étais en vu sous un prisme très relation humaine. Alors justement, c'est ça que j'allais dire. Non, pas du tout. Tu peux le faire sur n'importe quel sujet. Tu prends ta carrière et puis peut-être qu'à 8 ans, ah oui, en CE2, mon maître de CE2 m'a dit que. En fait, ça a été peut-être un élément fondateur de ensuite, je suis devenue entrepreneur ou quoi. Donc, je peux le faire sur plein de sujets. Mais n'empêche que, et ça, c'était déjà quand j'étais en formation. Moi, j'avais fait une formation de coaching. La première que j'avais faite, c'était un truc qui s'appelait Coach Academy. Il nous avait donné un truc comme ça. Et il nous avait dit, vous faites 3 sujets à l'écrit, dont 2 obligatoires. La relation à papa, la relation à maman. Donc, tout ça pour te dire que de toute façon, toutes tes relations humaines, tout ce que tu fais dans ta vie est vachement impacté par ça. Et quand je dis relation à papa-maman, même des parents absents. Il y avait quelqu'un qui avait levé le doigt en disant « Moi, je n'ai jamais connu mon père, je ne vais pas faire de dossier sur la relation à mon père. » Mais si. En fait, c'est les figures maternelles et paternelles, on va dire. Et des fois, ce n'est pas d'ailleurs le père biologique ou la mère biologique, les figures. Mais c'est tellement constitutif de qui on est. Et donc, évidemment, que notre relation à nos enfants, c'est un endroit où ça s'exacerbe à une puissance 1 million. Une remarque et une question. C'est vrai qu'en supervision hier, sans dévoiler les sujets, mais on est tous arrivés justement avec un sujet lié à ça, ce qui est assez marrant, tu vois, alors qu'on n'est pas concertés, tous à des moments différents de nos vies. Moi, j'ai fait partie de l'équipe et en plus, tu as pu le voir parce que c'était il y a quelques mois, qui disait, pour moi, la relation avec mes parents a toujours été saine, je veux pas de trauma particulier et entre guillemets, je vois pas le sujet, tu vois. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter là, qui vont dire, moi ça va, mes parents ont toujours été présents, ils étaient ensemble, bonne santé. Enfin, tu vois, je pense que la plupart des gens se reconnaissent dans cette description. Pour autant, en tout cas une bonne partie des gens, pour autant, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense ne pas en avoir, qui potentiellement est curieux, comme je l'étais moi,
de se dire, explorons, tu vois, dans Mais dans toi, quel est-ce que sens ça c'était un truc où tu t'es dit, je vais avoir un enfant, j'ai l'impression de Je pas l'ai pas avoir de conscientisé. sujet. Honnêtement, je l'ai pas conscientisé. Ok, mais qu'est-ce qui a fait que tu es allé là? Du coup, ce que j'entends, c'est que tu as commencé une thérapie, ce qu'on peut dire. Ouais, complètement. Et tu parles beaucoup de ta relation avec tes parents en ce moment, avec Ouais. ta thérapeute. Et du coup, Pas que, c'est assez marrant d'ailleurs, j'y suis, Ouais. mais pas que. Oui. Mais ça fait partie du ça fait prisme, partie ouais, du bien sûr. prisme. Et tu dis, tu l'as pas conscientisé je vais devenir père et j'ai Non. envie d'un peu de faire le ménage avant ça? Non, je l'ai pas conscientisé. Alors, c'est quoi? C'était de la curiosité pure? C'était de voir que tu pensais et d'autres pensent que c'est hyper important. Je suis très aligné avec ta vision de pour être un coach ou un bon coach, d'abord faire un travail sur soi qui est hyper important. D'abord, pendant, Oui, après, voilà. tout le temps, à fond. C'est le seul sujet important. Voilà, donc je trouvais que c'était aussi professionnellement quelque chose d'important à creuser. Et il y avait cette partie de moi qui est arrivée à un niveau, sans aucune prétention, parce qu'il reste un long chemin, mais où je me sentais assez à l'aise pour aller aborder ce sujet-là en paix, tu vois. Et je trouvais en tout cas beaucoup plus intelligent d'aller l'aborder en paix à ce moment-là de ma vie où ça va, tu vois, j'ai le temps, j'ai l'énergie, j'ai tout ça, plutôt que d'attendre que potentiellement, parce que j'en vois aussi, tu vois, des jeunes parents dans mon entourage où il y a des choses qui remontent, tu vois, a posteriori, 1 an, 2 ans après la naissance. Et donc voilà, et je trouvais que j'aime bien la prévention maintenant. Tu vois, j'ai pris un peu des murs, j'ai pris un peu des claques. J'aime bien aller en amont, en avance des choses, en amont. Et quand bien même c'est pas toujours agréable de découvrir et de creuser parce que ça pique. Choisir de prendre la claque, c'est pas pareil que de la subir. Ah mais complètement. Mais alors là, dans deux mondes totalement différents. Et du coup, à chaque fois, je dis à la fin de la session, je dis écoute, c'est pas très agréable d'avoir tous ces trucs-là puisqu'il y a plein de choses évidemment. Ça c'est l'apprentissage. Mais ça fait du bien. Ça soulage, ça apaise, et ça ouvre des portes et je me projette très bien dans ce que ça va m'apporter, tu vois, à long terme. Mais, bon alors peut-être que mon expérience du coup peut aider certains à passer le pas, mais est-ce que tu ajouterais quelque chose? Est-ce que... Donc, justement, on est allé là-dessus parce que je te racontais que vraiment, je me suis vue dans cette transmission de relation mère-fille, j'ai vu que le travail sur moi qui avait été fait au préalable, pendant et après, avait complètement modifié, je pense, le chemin qu'aurait pu prendre la relation que j'ai aujourd'hui avec ma fille. Bon, elle a 7 ans, j'ai encore de la marge, j'ai encore du temps, il ne faut pas trop crier victoire, mais quand même. Et ce qui est intéressant, pour continuer là-dedans, en fait, je vais élargir. Je vais dire, si tu vois que tes enfants, ils n'arrivent pas par hasard à des moments de ta vie pour te faire bosser aussi. Enfin, si tu as cette vision-là, c'est juste une hypothèse. Hein. Évidemment que c'est un peu égocentrique de dire tout arrive par rapport à moi. Mais tu te dis, tiens, ils arrivent à un moment, qu'est-ce que ça me dit? Je pourrais dire que mon fils, Calixte, qui est arrivé quelques années après, il est arrivé dans ma vie pour me dire, change. Les années qui ont suivi la naissance de Calixte, j'ai complètement changé dans ma vie perso, ma vie pro, tout. Et alors, évidemment que c'est pas lui qui me l'a dit, et puis peut-être qu'un jour il écoutera cet épisode, il s'est dit mais maman, je m'a dit ça. Surtout que justement dans ce changement, il y a eu quand même un divorce avec son papa, donc je veux pas que c'est pas ça, c'est pas lui qui est venu me le dire, mais comment te dire, vraiment l'énergie qu'il a amenée, et honnêtement je l'ai su mais tellement vite. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais première semaine de la grossesse, j'ai su qu'il venait me dire tu vas tout changer dans ta life. Et c'est pas lui qui me l'a dit. Tu le post-rationalises ou vraiment non, dès le début? Tu savais, après on peut pas tout vraiment. Voilà, c'est ça, on va regarder un peu de son jardin secret, mais oui. Non, je l'ai su et de manière très claire. Je pense en plus ce qui est intéressant, alors je sais pas si d'autres femmes enceintes partageront ça, en fait j'en suis sûre que oui. Quand tu es enceinte, moi c'est des moments où j'ai eu beaucoup plus d'intuition. J'étais beaucoup plus connectée à ce qu'il y avait vraiment au fond de moi. J'étais beaucoup plus connectée à moi-même. Il y a une espèce de puissance en fait dans la grossesse. Mesdames, prenez conscience de votre puissance. Prenons conscience de notre puissance. D'ailleurs, qu'on soit enceinte ou pas. Hein, mais c'est juste que ce moment-là, on est tellement sensible. Je pense qu'on est tellement plus... on a un regard qui est beaucoup plus sur nous, qu'on sent beaucoup plus de choses. On est dans notre féminin encore plus, tu vois. J'ai envie de t'amener sur un truc, excuse-moi, mais c'est pour moi très dur, et je pense pour plein de gens, ce truc de... Je post-rationalise pas mal de choses. A posteriori, je me dis, ah bah oui, c'est vrai que ça. Mais
sur le moment, être capable de conscientiser ce type de choses et de l'accueillir bien, parce qu'il y a toute une partie de nous qui peut le rejeter, tu vois. Donc bien l'accueillir et se dire ok, c'est cool, c'est fine, ça va dans le bon sens et je vais gérer et ça va bien se passer. Ça, je pense que pour plein de gens, c'est un niveau sur l'escalier qui paraît très haut. Alors, je vais te dire, je pense qu'il y a plein de moments de ma vie où je refusais. J'entendais le message, je savais où j'allais, je savais très bien ce qui allait se passer et que de toute façon, c'était inévitable. Et je refusais. Mais justement, ce que je suis en train de dire, c'est que mes grossesses, il y a eu des moments, en fait, c'est comme des moments de grâce. Il y a eu mes grossesses, il y a eu, je ne sais pas pourquoi c'est lié, mais franchement, les dernières semaines ou les dernières semaines de la vie de ma mère, ses funérailles, les mois qui ont suivi, c'est des moments clés où je ne sais pas pourquoi, enfin si, on pourrait expliquer pourquoi, j'étais connectée et avec un apaisement. Je savais très bien tout ce qui allait se passer, je savais que ça allait être dur, mais j'étais hyper en paix. Et notamment là, quand je t'ai dit, j'ai vraiment senti cette énergie de... Tu vas, et c'était même très précis, c'était non seulement tout va changer, mais c'est toi qui vas être l'initiatrice du changement. Et donc, il faut vivre avec, parce que c'est très différent. De la vie a changé, ok, bon, on fait comme on peut, on s'adapte. Et non, tout va bien sur le papier. T'as coché toutes les cases que tu rêvais de cocher, et tu vas prendre tout ça et tu vas dire, non, en fait, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Enfin, en tout cas, c'est plus ça que je veux. Et donc, j'ai eu ce message très clair. Mais j'étais hyper en paix en sachant que j'ai pas paniqué, parce que justement, le danger, si tu vas dans le mental, où tu essaies de rationaliser, t'es mort. T'es morte. J'étais enceinte en plus et tout. Mais de me dire, non, c'est pas pour demain matin, ça se fera. Et tu le feras, et tu géreras. Une espèce de... Voilà, il y a eu des moments de grâce comme ça. C'est un travail que tu fais, c'est un peu des exercices, et tu discutes avec toi-même. Alors moi, ça faisait longtemps, et d'ailleurs quand j'étais enceinte de mes enfants, c'était déjà installé dans ma vie. Merci à tous ceux qui m'ont accompagnée, qui m'ont aidé à installer tout ça, notamment notre routine d'écriture, la fameuse routine d'écriture. Pourquoi est-ce que quand j'ai... Vraiment, moi je le dis toujours avec énormément d'humilité, j'ai rien inventé. Quand on parle de la méthode 108 milliards, je n'ai absolument rien inventé. Mais j'ai repackagé, j'ai remis en forme, en m'appropriant, etc., les choses qui avaient été d'abord game changer dans mon dev perso, et ensuite qui ont été game changer pour mes clients, et puis, bon, le truc a évolué. Et la routine d'écriture, je l'avais déjà. Et ça, c'est puissant, parce qu'il t'arrive des trucs dans ton corps. Moi, je sais que par exemple, pendant la grossesse de Leïla, je voyais beaucoup de visages. Mais c'est à la base de mon roman. C'est-à-dire alors, il faut que je le sortirai un jour, mon roman. J'en parle aux gens. Il n'est pas sorti. Il n'y a que très peu de gens qui l'ont lu. Et puis, j'ai envie de le réécrire. Je l'ai même pas lu, moi. Bah, écoute, tu liras la version. J'ai envie de le réécrire avant de le sortir. Mais même, pourquoi la boîte s'appelle 108 milliards Donc, c'était... j'avais chez moi d'ailleurs le livre de Yann Arthus Bertrand, le photographe. Il y a un livre qu'il a fait de photos qui s'appelle 6 milliards d'autres. À l'époque, on était 6 milliards sur la planète. Et c'est un livre de photos, de portraits d'humains, de tous les pays. C'est magnifique comme livre. Et pendant la grossesse de Leïla, moi, je voyais des visages. Enfin, j'imaginais. Et je suis pas... Voilà. Mais, par exemple, je t'ai posé avec toi, puis à un moment, j'avais en tête, je sais pas, quelqu'un... Un vieillard cambodgien. Je voyais juste sa tête et ça passait à autre chose. Enfin, c'était pas limite. Tu pourrais dire bah oui, tu as dû voir ça dans un documentaire le matin, ton cerveau a gardé l'image. Enfin, il y a des milliards d'explications très rationnelles. De temps en temps, tu as des visages qui t'arrivent, tu vois. Mais sauf que pendant la grossesse de Leïla, j'en avais beaucoup. Et c'était pas 6 milliards, c'était 108 milliards parce qu'il y avait de toutes les époques. Et donc, pour ceux qui savent pas, 108 milliards, c'est l'estimation du nombre d'humains qui a existé depuis l'aube de l'humanité. Donc c'est 6 milliards fois, enfin bref, c'est une estimation, il y a un calcul très sérieux, vous pouvez googler ça. Et d'ailleurs tout le monde me dit, bon bah maintenant il faut que tu achètes le nom de domaine 109 milliards, ok, on s'en fout, c'est poétique. Gardons le côté poétique, c'est une estimation, de toute façon on s'en fout. Mais bon bref, donc, et moi donc, c'est parce que je voyais ces visages de toutes les périodes que je me dis, attends, en fait là c'est 6 milliards d'autres de Yann Arthus Bertrand, mais puissance, l'histoire de l'humanité, c'est là où j'ai googlé, ah oui on a été 108 milliards. C'est comme ça que... j'ai eu l'envie d'acheter ce livre. J'adore ce que tu dis et continue du coup sur le raisonnement. Et donc pendant la grossesse de Leïla, je voyais ces visages-là. D'ailleurs, ça s'est arrêté après. Juste pour info. Et comme j'avais ma routine d'écriture, j'ai écrit dessus. Je me suis dit, mais c'est qui ces visages ? Pourquoi ils viennent me voir ? Et des fois, j'avais pas d'infos. J'avais juste un visage. Des fois, enfin, je sais pas, évidemment, c'est pas des vraies infos, c'est des visages peut-être que mon cerveau a inventé. Hein. Ah, c'est un Cambodgien, il a 80 ans et il vient de se passer un massacre autour de lui. Ok.
Info. C'est une AI, Mounia. Mais je sais pas ce que c'est. Mounia, c'est bref. mid-journée. Mais non, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que pendant mes grossesses, j'ai eu des trucs. J'étais beaucoup plus au clair. Enfin, il se passait des trucs et comme j'avais ma routine d'écriture, je consignais un peu tout ça. Et ces visages, du coup, moi, c'est ça qui m'intéresse. Là, ça, il faudra lire mon roman un jour, si je le sors. Ok, d'accord. Waouh, incroyable. Tu veux que je te fasse le pitch de mon roman ? Non, en fait, je voulais voir la relation avec ces visages, l'écriture et cet apaisement que tu as ressenti en accompagnant tes épiphanies et en les vivant bien, quoi. En fait, pour moi, les visages, c'est juste un signe parmi d'autres que c'était un moment où j'étais très connectée à moi, à mes intuitions, ou à ce que tu appelles mes épiphanies. Je ne sais pas si c'est des épiphanies, mais en tout cas à mes intuitions profondes. Et c'était un moment particulier où j'étais bien connectée, donc j'écoutais et j'étais apaisée. C'est juste un exemple pour te dire à quel point il m'arrivait des trucs à ce moment-là qui montraient que j'étais bien connectée à moi, tout simplement. Ok. Et ensuite, loin, du coup, si on va... Grave, complètement, on est parti. Ouais, attends, on a plein de trucs à dire en plus sur le sujet de la transmission. Il faut quand même qu'on reste concentré. Non, je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est une super intro. C'est incroyable. Une intro d'une demi-heure. Continuons, du coup, sur l'aspect transmission. Quels sont les... du coup, tu disais les enseignements que tes enfants t'ont apportés, mais on pourrait dire aussi quels sont les... pour comprendre le côté un peu plus... les leçons, tu vois. Parce que là, on a parlé un peu peut-être des bons côtés, peut-être des leçons ou des choses un peu plus... franchement, je sais pas si c'est des bons côtés. Encore une fois, le message de tu vas tout changer dans ta vie, c'est une leçon. Hein. C'est pas du tout un bon côté. Hein. C'est vrai. Enfin, attends. Et même d'autres trucs que j'ai pas forcément envie de partager ici. J'ai eu des messages qui étaient pas juste des bons côtés, entre guillemets. Okay. Mais non, après, c'est plus dans tes réactions. Enfin, moi, je sais que par exemple, je le dis très souvent, que ma meilleure formation de coaching ever, c'est de gérer des gosses en bas âge qui sont complètement irrationnels. Et puis des fois, de vouloir raisonner avec eux, ta gosse, elle se met à chialer, elle te gueule dessus. Tu essayes de raisonner pour la calmer et ça marche évidemment pas. Et ensuite, tu te dis, attends, en fait, si ça se trouve, elle a juste soif. Et tu la forces un peu au début à boire. Et elle boit la moitié de son verre d'eau et elle se calme tout de suite. Et tu peux parler. Mais ça, moi, après, je l'ai extrapolé aux humains. Hein. Enfin, aux humains, aux adultes, je veux dire. Tu vois ? Donc, il y a plein de leçons que j'ai tirées de ma relation avec mes enfants. Mais on pourra en parler sur l'éducation. Mais je pense que c'est pas trop... on fera des épisodes sur l'éducation quand ton gosse aura 1 an et demi et qui sera dans le moment du non, des limites, tout ça, on pourra. Mais là, c'était vraiment aussi... Du coup, c'est un moment où je me suis vraiment posé la question en conscience, et peut-être parce que j'avais déjà perdu ma mère, peut-être. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants ? En fait, il y a 2 éléments. J'avais perdu ma mère, donc je voyais bien qu'il y a des choses qui pouvaient se perdre si on ne les transmettait pas, entre guillemets. Et le fait qu'on soit un couple biculturel. On est un couple biculturel, parce que le papa des enfants, Julien, il est français. Et moi, je suis marocaine. Pas les mêmes terreaux culturels, religieux, traditionnels, tout ce que tu veux. Et en même temps, on se retrouve énormément sur des tonnes de valeurs. Parce que moi, je suis marocaine, mais j'ai vraiment baigné dans la culture française. Moi, j'ai choisi de vivre en France. J'ai choisi de... À un moment, tu sais, j'étais rentrée vivre au Maroc après mes études. Et la plupart de mes cousins, ils sont tous venus étudier en France. La plupart sont rentrés. Donc vraiment, la question pour moi s'est posée. En plus, Julien, il était hyper partant pour vivre au Maroc. Et moi, j'ai vraiment choisi en me disant... je pensais déjà transmission, alors qu'à l'époque, on n'avait pas encore d'enfants. Moi, je veux éduquer mes enfants en France. C'est loin d'être parfait, évidemment, mais c'est clairement le pays que je choisis. Parce que je trouve qu'en termes de valeurs, en termes de plein de choses, c'est ça que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Donc, tu vois. Donc, la réflexion était déjà loin. Et donc, couple biculturel, moi qui me pose depuis très longtemps, du fait de cette biculturalité que je porte en fait en moi, des questions d'identité, des questions si tu veux, ce que mes parents m'ont transmis de fondamental, et vraiment, je leur rends hommage à fond sur ça, c'est une espèce d'amour très fort, de fierté de mes racines marocaines, musulmanes, sémites, tout en étant hyper ouverte sur le monde et tout en étant, comment dire, en ayant bien conscience que c'est pas blanc ou noir et que je suis pas obligée de tout prendre ou de tout jeter. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens, et notamment, tu parlais de famille athée, etc., où notamment sur le sujet de la religion, il y a eu un côté « je jette le bébé avec l'eau du bain ».
Et donc moi, j'ai eu la chance, merci à mes parents, d'avoir cette nuance très 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 tôt dans ma vie, toujours. Ils nous ont vraiment transmis ça. Donc c'était pas du tout, la religion n'était pas du tout absente de notre vie, elle était présente, mais avec ce regard, c'est votre patrimoine, c'est votre culture. Mes parents n'étaient pas hyper... eux, leur réflexion. Pour te donner des exemples très concrets, moi quand j'ai eu 7 ans, mon père m'a pris par la main, il m'a appris à faire la prière musulmane. Ramadan, la table était posée, on faisait Ramadan. Sauf que quand j'ai grandi un peu et que j'ai eu plus de conversations avec eux, on va dire, mes parents, ils me disaient que Ramadan, ça leur arrivait régulièrement de se réveiller le matin en disant « Putain, ça me saoule de jeûner aujourd'hui ». Sauf qu'ils étaient discrets parce que leur réflexion, c'est on habite au Maroc, on habite dans un certain milieu culturel, on veut pas que nos enfants soient déconnectés du reste des gens autour de nous qui, eux, pour eux c'est important, enfin tu vois, machin, et on veut pas choquer, je sais pas, par exemple quand eux ils voulaient pas faire le Ramadan une journée, ils se prenaient un café discrètement dans leur chambre, ils voulaient pas choquer la femme de ménage, tu vois, des gens qui au niveau de leur vision du monde, c'est impossible de se dire en fait j'ai pas envie de jeûner aujourd'hui, tu vois. Et si tu veux, ils ont eu cette intelligence à chaque moment de nous dire on va vous transmettre ça parce que c'est votre milieu culturel, parce que c'est vos racines, parce que c'est votre identité, mais avec une distance, en séparant justement, tu vois, c'est un point, en séparant le côté c'est ta tradition de attends, il faut croire à ça et t'as pas le choix. Tu vois, le côté le dogme ou la croyance qui est très très personnelle. Tu peux pas en fait rentrer dans la tête de quelqu'un et lui dire crois en Dieu ou crois en ça. Enfin, je veux dire, mais je trouve que avoir cette éducation te permet, si tu en as envie, si tu en as besoin, d'y aller, d'aller sur le côté croyance si tu en as besoin, et de décider de pas y aller, mais sans jeter le bébé avec l'eau du bain. Qu'est-ce qu'on achetait avec l'eau du bain Qu'est-ce que les athées ont acheté avec l'eau du bain? J'en sais rien, c'est très propre à chaque personne, mais des exemples Selon qui toi, me viennent. Ouais, des exemples qui me viennent. Quand j'ai vu, donc nous, avec nos amis d'école, machin, on a tous à peu près fait nos enfants dans les mêmes années, enfin, tu vois. Il y avait ceux qui étaient religieux, enfin qui étaient par exemple, on va dire pour les chrétiens, mes amis qui sont catholiques, qui sont baptisés, même sans forcément être très pratiquants, ont baptisé leurs enfants. Ceux qui n'avaient pas de religion, enfin voilà, n'ont rien fait. Moi, par exemple, pour mes 2 enfants, j'ai organisé des baptêmes. Alors, c'est pas des baptêmes, c'est ni un baptême musulman. J'ai pas dit à mes enfants, tiens, tu vas être musulman, donc je t'organise une fête dans un rite musulman. C'était pas des baptêmes catholiques non plus. Mais ça s'appelle comment le baptême musulman? C'est subou' en arabe, mais c'est baptême, enfin en français. C'est la même. Mais, ouais, je sais pas. Pour moi, on a toujours utilisé le mot baptême quand on a traduit ce que c'est que le baptême. Enfin, pour moi, le baptême, c'est le moment où tu donnes le nom à l'enfant. Mais même ça peut aller plus loin. Donc nous, ça se fait au bout de 7 jours, la fête du baptême. Donc c'est-à-dire les 7 premiers jours, on ne donne pas encore le prénom, il est secret. Tu l'appelles le bébé. Et puis le 7e jour, tu fais une grande fête, tu présentes le bébé à sa famille, à sa communauté. Et nous, les musulmans à la base, on égorge un animal, un mouton, un truc et tout. Et donc les catholiques, bon, tu connais un peu mieux, je pense. Voilà, le baptême. Les catholiques, il n'y a pas de truc de temps, parce que souvent c'est 1 an et demi plus tard. Même ouais, nous c'est vraiment plutôt 7 jours dans le truc, la tradition. Et d'ailleurs, je parle du Maroc. Je sais pas, peut-être que dans d'autres pays musulmans c'est différent. Je sais pas si c'est un truc vraiment qui est gravé en mode dans l'islam, c'est au bout de 7 jours ou si parce qu'il y a plein. J'ai réalisé qu'il y avait des trucs que je pensais être vraiment dans l'islam et qu'en fait c'est dans l'islam du Maroc. Donc, il y a aussi très clair. Des trucs. Mais donc, voilà. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que ceux qui avaient une religion, même de près ou de loin, baptisaient leurs enfants, les autres ne faisaient rien. Et là, je me suis dit, mais attends, il y a un truc. En fait, pour moi, le baptême, au-delà du côté, justement, parce que je sais que chez les catholiques, le baptême, c'est le moment où tu deviens chrétien, entre guillemets. Mais ce mot-là, tu peux l'extrapoler. Pour moi, c'est la welcome party du bébé. Et c'est là où on vient à tout le pan de 108 milliards de la société qu'on a tous les deux, qu'en ce moment on ne développe pas trop, mais on sait à quel point c'est important pour nous et on y reviendra. C'est toute la partie rituel, moment clé de ta vie, rite de passage. Et le baptême, dans le sens welcome party du bébé, c'est pas juste une fête, ouais, c'est super, il faut fêter ça. Un bébé qui arrive sur Terre, waouh, si tu fêtes pas ça, qu'est-ce que tu fêtes d'autre, tu vois? C'est clair. Mais c'est pas juste on fait la fête, c'est justement on transmet à ce moment-là au bébé. Tu fais partie de telle famille, que ce soit la petite famille nucléaire, mais ta famille élargie. Tes ancêtres, c'est qui? Enfin, je veux dire, on le sait.
on a eu autour de nous des personnes qui, par exemple... C'est intéressant que tu transmettes au bébé, parce que finalement, le bébé, il n'est pas conscient. Mais moi, je pense que... de toute façon, on ne va pas revenir à même Françoise Dolto, donc la psychologie du bébé, il est dans le ventre de sa mère, et en fait, il y a déjà des trucs qui peuvent le traumatiser. Bien sûr que le bébé, il est conscient. Tu vois, après, c'est pas parce qu'il va oublier ou que machin... Je fais l'avocat du diable. Non, mais je sais, voilà, donc évidemment. Mais oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant dans les rites. C'est que tu le fais pour le bébé, mais tu le fais pour le parent et tu le fais pour la communauté. Bien sûr, et tous les gens de sa communauté vont réagir différemment à ce bébé. Enfin, on l'a acté, on l'a reconnu. Tu vois, par exemple, on était en formation, là, Sidekick, il y a quelques jours, et on voyait, je sais pas, à un moment, le formateur a fait une anecdote sur quand on demande aux gens de quoi ils ont besoin pour être plus heureux, ils te sortent du pognon, de la reconnaissance et de l'apparence, en gros, une plus belle voiture ou des plus beaux cheveux. Et qu'en fait, tout ça, les études montrent que ça n'impacte pas le bonheur, et que ce qui impacte le bonheur, c'est des connexions humaines, de l'amour, de la reconnaissance. Pas au sens « je suis reconnu parce que je suis trop stylé », mais dans le sens « on me reconnaît ». Comment il a appelé ça ? Il a dit c'est visibiliser, être visibilisé. Exactement. Et après, moi, il y avait d'autres trucs. C'est marrant, je les ai oubliés, mais je crois que c'était... Sans utilité, un peu l'utilité, un truc plus grand que toi. Voilà. Et le truc d'être visibilisé, je trouve que, tiens, un bébé arrive sur Terre, on lui organise une fête. Peut-être qu'il a évidemment oublié la fête, mais après, il reverra les photos et tout ça. Mais dans la communauté, on l'a visibilisé. Et tu as raison de préciser ça. Peut-être qu'il regardera les photos, parce que dans le baptême, finalement, il y a cette notion-là que tout le monde... je suis catholique, je ne sais pas si ça me rappelle là, mais les petits cadeaux ou ta petite gourmette, ou je ne sais pas trop, parce que je ne suis pas expert. Mais... Ouais. Et ça, les enfants, ils le gardent et ça joue. Moi, je me rappelle, à l'école, il y avait ceux qui avaient leur baptême, qui faisaient leur communion et tout. Et ils avaient, en effet, ce sentiment de communauté et de visibilisation très fort. Exactement. Et plein de cadeaux, ce qui est aussi désarrangé. Oui, effectivement. J'ai aussi des amis qui sont juifs, et ils me racontent qu'à la bar mitzvah, donc la communion juive, c'est la fête des cadeaux, c'est n'importe quoi. La bar mitzvah, par contre, c'est beaucoup plus tard. C'est à 13 ans, je crois que c'est quand tu deviens un homme ou une femme. Mais là, du coup, la conscientisation, elle est beaucoup plus forte. Oui, en plus, pour le coup, tu t'en souviens plus. Mais effectivement, à chaque fois, ils me disent tous qu'ils ont c'est une tonne de cadeaux. Les soirées, c'est quelque chose. Pour être dans l'événementiel, je veux dire, j'ai vu des trucs, c'est complètement fou. Tu vois, c'est ça. Mais après, chacun fait comme il le sent et comme il a envie. Mais vraiment, ce sujet... Et là, on arrive au côté rite. La place du rituel dans nos sociétés humaines. Mais en fait, c'est là où je dis bébé, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est OK... à juste titre, j'ai vraiment pas à revenir là-dessus parce que je souscris. Il y a plein de trucs, plein de conneries dans la religion qu'on a laissé de côté, et on a bien fait. Mais on a jeté le bébé avec l'eau du bain, dans le sens où, quand on en vient à avoir un bébé et parce qu'on est athée, ne rien organiser, c'est qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. On a oublié qu'en fait, en tant qu'être humain, on a besoin de rituels à plein de niveaux. Niveau sociétal, communautaire, psychologique, rite de passage. Pourquoi est-ce que même nous, quand on accompagne des gens en individuel et qu'il se passe un truc dans leur vie, on va les encourager à marquer le coup ? Moi, je me souviendrai toujours de ma meilleure amie, Caroline Frontini, qui nous a invités avec mon autre meilleure amie, Lorraine, dans un super resto chez Alain Passard. L'arpège. Ouais. Quelques semaines, au moment où elle a pris une décision, elle avait décidé de quitter la boîte dans laquelle elle avait passé 8 ans, et donc c'était un gros truc pour elle, psychologiquement. Enfin, ça faisait un moment qu'elle ruminait ça et que c'était pas simple. C'était une façon de... Elle a célébré à l'avance, si tu veux. Elle a dit, OK, j'ai pris ma décision, je veux célébrer ça, je veux marquer le coup. Et j'avais trouvé ça très, très, très intelligent, au-delà du fait qu'on a passé un super moment. Mais honnêtement, en termes de dev perso... C'est très smart ce que tu dis. Mais évidemment. Et en fait... pour être quelqu'un qui célèbre quand même pas mal de choses, en fait, je me rends compte que on célèbre tellement, on fait des célébrations pour rien, parfois, et on oublie de célébrer des choses juste hyper importantes, mais très personnelles, donc un peu égoïstes. Tu vois, on n'a pas cette réflexion parfois un peu égoïste de se dire, là, en fait, je passe une étape, je change de boulot, même mon entreprise atteint un certain level, je m'étais donné cet objectif, il est atteint, je prends mes 3-4 meilleurs potes et je célèbre ça. Et je l'acte. Mais oui. Et ça, business-wise, c'est hyper smart. Important. Complètement, bien sûr, au-delà du côté agréable. Complètement. Et c'est marrant, tu vois, je parlais de ça avec quelqu'un que j'accompagne cette semaine, sur la puissance de la visualisation, non seulement pour atteindre tes objectifs, mais aussi quand tu l'atteins. Pour ancrer les choses. Et ce moment où tu l'atteins, si tu visualises vraiment une scène qui, tu es sûr
qui va arriver. Ce qui a été le cas pour moi, par exemple, que j'ai visualisé la scène qui était, on en parlait sur la route, dans un bel hôtel après mon mariage. Et que tu te souviens, je ne sais pas si tu te rappelles, je t'ai envoyé la photo. Je me souviens très bien. De ça. Et ce moment où j'ai célébré, du coup, mes 3 mois que j'avais passés entre mon mariage et mon dressement judiciaire. Et putain, tu vois, rien de t'en parler, j'ai de l'émotion, quoi, tu vois. Parce que, putain, quel moment, quoi. Et je l'ai célébré. Alors, il y avait Chloé qui dormait à côté de moi. Donc, je l'ai célébré tout seul, presque, tu vois. C'était génial. Mais waouh, c'est un moment, je me souviendrai. Et tu vois, Ouais. on revient au pourquoi c'est rituel. Pourquoi ça je pense que c'est un des moments où, limite, dont je pourrais me souvenir sur mon lit de mort. Tu vois. On revient. On revient à ça. Parce que finalement, la finalité, c'est ça, tu vois. Et tellement, j'avais préparé cette célébration, visualisé la route que j'avais jusque-là. Et c'était un peu, voilà, je pense qu'une image facile, c'est un peu l'image de l'Everest, quoi. Tu vivais, puis t'arrives en haut, t'es au sommet. Waouh, quoi. Tu vois, t'as cette émotion qui monte. Un peu, on voit les sportifs qui s'effondrent une fois qu'ils ils gagnent, ou gagnent pas même d'ailleurs, hein, mais ils arrivent au bout de l'épreuve, ils s'effondrent. Et ouais, je pense que tout le monde peut visualiser un peu quelles sont mes étapes là que je suis en train de passer et comment je vais célébrer ma réussite une fois que ça arrivera. Et d'ailleurs, célébrer une grosse réussite sur laquelle on se prépare depuis longtemps, en fait, c'est fondamental pour éviter ou atténuer le coup de blues d'après. Il y a plein de gens qui, en fait, comme ils célèbrent pas, ils sont arrivés au sommet de l'Everest, ils sont déjà en train de réfléchir à la prochaine montagne qu'ils veulent gravir. Ils prennent même pas 3 minutes pour se dire waouh. Donc ce truc-là du chemin parcouru, il est fondamental pour plein de raisons. Mais alors pour revenir justement à l'arrivée d'un bébé, tu te dis, toi, tu es quelqu'un qui célèbre beaucoup. Donc je t'ai un peu taquiné la dernière fois. Je te dis, mais ok, t'es pas catholique. Comment tu vas célébrer l'arrivée de ton bébé ? Si tu fais pas ça, encore une fois, moi je me dis, si on célèbre pas l'arrivée d'un humain sur Terre, mais que célébrons-nous ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de célébrer la boîte à atteint 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je veux dire, Et donc tu m'as lancé sur cette idée de baptême laïque, et honnêtement, je vais être honnête avec toi, je ne connaissais pas ne serait-ce que le concept. Ce qui est drôle, c'est que ce que ça m'a fait réfléchir aussi, c'est que quand on a fait notre mariage laïque, on a fait une cérémonie laïque, et que certains amis de nos parents n'avaient jamais connu de cérémonie laïque, n'avaient jamais vu ça. Qu'avant, on avait des autoroutes. En fait, les religions avaient un intérêt dans nos sociétés humaines, c'est qu'elles nous transmettaient, elles nous donnaient accès à des autoroutes du rituel qu'on pouvait emprunter sans se poser de questions. Et ce qui, dans plein de cas, est super confortable. Mais évidemment, et notamment sur le moment de la mort. Bien sûr. Parce qu'autant se préparer à un mariage, vouloir être créatif, vouloir faire un truc un peu différent, c'est cool. Quand tu perds un de tes parents, alors des fois tu peux t'y préparer quelques années avant, quelques mois avant, mais quand tu les perds du jour au lendemain, et même en fait tu te prépares jamais à ça, t'as pas envie de te préparer à ça, c'est pas le moment où tu vas te poser et dire alors du coup la cérémonie on va lire quel texte, ou même ça serait juste d'avoir le recul de dire ce serait quoi la meilleure manière de célébrer cette personne. C'est compliqué, tu vois. En tout cas, il y a plein de gens qui l'ont fait. Et moi, maintenant que je discute de ça avec les gens, je suis étonnée. Il y a par exemple une amie qui m'a dit que sa mère leur avait déjà dit, alors que sa mère a même pas 60 ans, je crois, leur avait déjà dit, elle a préparé, voilà ce que je voudrais le jour où je partirai. Tu vois. Mais bon, et donc il y a des gens qui le font, mais c'est quand même pas fréquent. Et dans ces moments-là, en fait, moi, ce que j'ai constaté depuis que je viens en France, c'est que même les gens athées, etc., ils suivent, comme par hasard, c'est le seul moment où ils reviennent à leur religion de leurs grands-parents, peut-être. Parce qu'à un moment, juste, t'as besoin d'un truc. T'as envie d'un truc. Et c'est con de tout jeter. Et alors, attends, je voulais préciser un truc. J'aime pas dire trop de trucs, mais c'est pas grave. Tu parles de baptême laïque. Moi, à l'époque, j'avais écrit un article sur l'ancien site de 108 milliards. J'avais une partie blog. On l'a enlevé. Mais je te l'ai passé, je crois, le texte. Tu me l'as passé. J'ai dit, vous avez dit baptême laïque. On a appelé ça laïque juste pour dire que c'était pas un truc qui suivait le rite d'une religion. Mais par exemple, pour Leïla et Calixte, pour mes enfants, on a parlé de religion à fond ces jours-là. Parce que, désolé, quand tu veux transmettre les origines de tes arrière-grands-parents, de tes grands-parents, etc., c'est quand même un pan. Et notamment nous, et ce qui était intéressant, c'est de voir la réflexion. On a vachement évolué aussi, mais notamment pour Calixte, on a choisi, parce qu'on s'est vraiment préparé. À l'époque, j'avais déjà créé 108 milliards, donc pour Leïla, j'avais pas encore créé le truc, donc c'était un peu plus artisanal. On s'est posé la question avec Julien. Je me rappelle, on s'était fait une journée. On était en vacances au Portugal tous les deux, et on s'était pris une journée de préparation au baptême.
Et on s'était dit, bon, quel rituel on veut mettre ? Et on a choisi justement de se dire, tiens, c'est un baptême laïque, mais on va prendre des rites de nos religions. Alors, j'ai pas choisi d'égorger un mouton parce que, en tant que végétarienne, ça me. Voilà, ça, justement, choisir, se dire, j'ai le droit, voilà, j'ai le droit dans le panel très riche, dans toutes nos cultures, on a un panel tellement beau, tellement riche de rituels, de traditions, de textes, on a tout. Ça fait depuis l'aube de l'humanité que tout ça se prépare. Je vais choisir ce qui me parle et je vais mettre de côté ou faire évoluer ce qui ne me parle pas. Et donc, typiquement, qu'est-ce que j'avais moi envie de transmettre à Calixte au niveau rite musulman ? C'est un truc que nous on fait, il y a quelqu'un qui murmure l'appel à la prière à l'oreille du bébé. Et moi en plus, il se trouve que la personne qui a murmuré l'appel à la prière à mon oreille, c'est mon oncle, le mari de ma tante, qui est décédé maintenant, qui est mort quelques mois après ma naissance en plus, je crois. Mais c'est quelqu'un, j'ai un souvenir de lui, enfin moi, tout ce qu'on m'a raconté sur lui, et tout ça, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection. Et tu vois, c'est un moment, ok, tu vois, tu disais le bébé il n'est pas conscient. C'est un truc que je n'ai jamais vécu, qu'on m'a raconté, d'une personne que je n'ai pas vraiment connue, parce qu'elle est décédée, j'étais toute petite. Et pourtant, c'est une personne qui a totalement sa place dans ma psyché, dans mon histoire, dans ma vie. Ce moment est réel pour moi, il a vécu et il me touche profondément. Donc j'avais envie de transmettre ça. Alors en plus, Calixte, on lui a donné comme second prénom Driss, parce qu'il se trouve que, alors c'est une autre personne, c'est le mari d'une autre de mes tantes, parce que moi j'ai plein de tantes, donc un de mes oncles, Driss. Julien et moi sommes très attachés à mon oncle Driss. C'est quelqu'un de génial qu'on adore. Je lui fais un petit bisou. Je ne sais pas s'il écoute mon podcast, mais je lui enverrai ce moment. Et c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour nous, qui a compté pour nous même dans notre mariage et tout ça. Et du coup, on a donné à Calixte en deuxième prénom Driss pour lui rendre hommage. Il se trouve que Driss n'était pas là ce jour-là parce qu'en plus c'était non. Alors, tiens, un point important, on a choisi d'organiser les baptêmes de nos enfants 1 an après leur naissance. À peu près. Parce que justement, on s'était dit, attends, on est dans le jus, on a envie de profiter de la première année déjà pour se remettre de nos émotions. Au bout d'un an, c'est un bon moment, ça nous paraissait être un bon moment. Et donc, c'était juste après le Covid. Le baptême de Calixte, on l'a organisé, je crois, en septembre 2020. D'ailleurs, pour beaucoup de gens, ils disent que c'était un moment de respiration pour eux, parce que c'est un moment où les règles étaient un peu plus cool. Donc bon, mon oncle n'avait pas pu venir du Maroc et tout ça, mais son fils était là, mon cousin. Et donc, j'ai demandé à mon cousin Bob de faire ça. Et tu vois, comme par un petit truc, tu touches les gens, tu renforces les liens. Je sais que mon cousin, il a été hyper touché, que je lui demande. Tu vois un peu Et de l'autre côté, alors, on l'a pas fait ça pour ça. Enfin, en gros, la marraine qu'on a choisie pour Calixte, on l'a choisie parce qu'on l'adore et que c'est une fille trop cool. Mais il se trouve qu'elle est catho. Assez pratiquante, faut pas exagérer, mais en tout cas, c'est important pour elle. Donc, c'était aussi une façon de lui dire, on honore ça en toi. Sachant qu'en plus, Julien fait beaucoup de blagues sur les religions, c'était une bonne façon de dire non mais c'est juste des blagues en fait. Cette partie-là de toi, on l'aime et on l'honore et on t'a aussi choisi parce que tu as ça et que nous peut-être on l'a un peu moins. Donc elle a offert un vêtement blanc à Calixte, c'était une petite gourmette, enfin tout le truc, tu vois, avec le parrain, avec Mathieu. Donc c'est pour ça que quand on dit baptême laïque, c'était pas vraiment laïque dans le sens. Il y a un truc que tu viens de dire là qui est intéressant aussi, c'est la notion de parrain-marraine. Oui. Moi, j'ai vu des familles assez tradies mettre beaucoup en avant les parrains-marraines. Tu vois, c'était un truc vraiment sérieux, vraiment important, tout ça. Et j'ai vu aussi du côté athée, où ça se perd un peu et on dit parrain, mais parrain de cœur. Enfin, tu vois, c'est dit, mais c'est pas matérialisé. Et c'est pas. Donc, en fait, pour le parrain, c'est pas, tu sais pas trop comment te placer, c'est pas hyper réel. Et puis pour le gamin, du coup, encore moins, tu vois. Et en fait, je sais pas si tu sais, mais je pense que tu sais, du coup, tu peux déclarer un parrain et une marraine officiels en mairie. Et mon beau-frère et ma belle-sœur, eux, ils ont fait ça pour leur enfant. Donc, ils ont organisé c'était pas une. Enfin, tu vois, je sais pas si c'était un baptême laïque finalement, mais en tout cas, c'était quand même une fête où on a été. À la mairie, signé. Exactement, c'est ma femme qui était la marraine, du coup. Elle a été, signée, tout ça. Et en effet, ça a ritualisé, ça crée un beau moment, tout ça. Et ça investit le parrain et la marraine d'un vrai rôle. C'est pas juste, t'es parrain, mais en fait, tu sais pas. C'est un sujet intéressant. Nous, la façon, le raisonnement qu'on a eu avec Julien, c'est que il y a des gens, par exemple, qui vont choisir en parrain-marraine leurs frères et sœurs. Et pourquoi pas ? Ça dépend des relations que tu as avec tes frères et sœurs, ça dépend de plein de choses. Nous, c'était un moment de dire, il y a des personnes dans notre vie qui ne font pas partie de notre famille biologique, mais on a envie de leur dire
à quel point ils comptent pour nous, on a envie de leur dire, vous faites partie de notre famille. Et c'est comme ça qu'on a choisi nos parrains marraines. Donc, c'est que des amis à nous très proches. On n'a pas pris de frères et sœurs, par exemple. On a pris des amis très proches. Et d'ailleurs, ça nous a permis de compléter ceux qu'on avait choisis comme témoins de mariage. Parce qu'on n'en avait pas choisi beaucoup. En plus, nous, on ne savait pas trop qu'on pouvait en choisir 10 et faire ce qu'on voulait. Je sais pas, on s'est mariés en premier. Nous, on avait 25 ans. On a fait comme on a pu. Mais du coup, c'était une façon de compléter cette liste d'autres personnes qui étaient très importantes pour nous. Et nous, le premier message, c'est on t'aime énormément. Pour nous, tu es de la famille. Et on t'inscrit dans la vie de notre enfant. C'est une façon juste de dire on veut que tu restes dans notre vie, en fait. Donc, il n'y a pas forcément d'obligation de il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Mais c'était juste, pour nous, c'était très important de dire si je te choisis comme parrain ou marraine, c'est une façon de te dire que je veux que tu sois dans ma vie comme un membre de la famille. C'est-à-dire que peut-être des fois, on va moins se parler, peut-être des fois, on va se fâcher. Mais comme la famille, tu resteras là. Quoi qu'il arrive, tu pourras toujours compter sur moi. C'était ça le premier truc. Et c'est beau. Et nous, c'est une réflexion qu'on a en ce moment. Et c'est hyper profond. Non, je suis désolée, je peux pas être la marraine de votre enfant. Je connais pas encore assez. Les gens font cette vanne-là. Mais non, ce qui est là où je note quelque chose, c'est quand tu te maries, tu as un peu ce truc de souvent tes plus vieux amis ou les amis les plus anciens qui ont toujours été là. Enfin, il y a quand même cette notion un peu de durée, tu vois, qui est souvent présente quand même dans la notion de témoin. Je trouve que dans la notion de parrain marraine, tu peux aussi avoir cette notion de gens qui sont arrivés plus tard dans ta vie, mais avec qui tu as envie de faire un bout de chemin. Oui, ou plus tard ou pas. En tout cas, tu choisis en fonction. Et moi, j'aime bien rigoler de dire on a fait exprès aussi de. Moi, j'ai une bande d'amis très proche de mon école d'ingé. Julien, il a une bande d'amis très proche de son école d'ingé. Et puis, ces personnes-là ont des compagnons, des conjoints, des conjointes, etc. Et moi, j'aime bien les taquiner. Je dis, c'est les pièces rapportées. Ah bah, y a toujours ça. Et nous, on a honoré les pièces rapportées. C'est-à-dire que la marraine de Leïla, c'est la femme d'un de mes meilleurs amis de Supélec. Et c'est une façon aussi d'honorer mon ami, bien sûr. De dire, on a choisi ta femme, etc. Et la marraine de Calixte aussi, c'est la femme d'un des meilleurs potes de Julien. Donc, on a honoré à la fois les amis proches et les pièces rapportées. À chaque fois, on a fait un duo. C'est beau. Quels autres moments on peut avoir parce que là, on a beaucoup parlé de l'arrivée d'un bébé. Ouais, on a parlé un tout petit peu du mariage. Ouais. Restons sur le sujet de la transmission de la culture et de la tradition. Et vraiment, avec cette notion, moi, ce que je voulais transmettre aujourd'hui, c'est le côté choisi dans tes racines, dans tout tu viens. Déjà, pose-toi la question. Moi, c'est un truc, par exemple, que je fais beaucoup avec les gens en préparation au mariage. Dans la préparation au mariage 108 milliards, il y a tout un thème. Il y a 3-4 thèmes. Après, j'adapte en fonction des besoins, mais qui reviennent. Et il y a un thème très important qui est l'identité. Mais quand je parle avec les gens d'identité, déjà, c'est un thème très, très vaste. Et à chaque fois, je leur dis, on peut le faire en 6 mois, comme on va le faire en quelques heures, parce qu'à un moment, il faut avancer. C'est qui suis-je ? Mais d'où je viens ? En fait, tu ne peux pas te poser la question de qui suis-je si tu ne te demandes pas d'où tu viens. Donc, tout ce qui est mes racines, mes traditions, mes origines, mes parents, mes grands-parents, mes aïeux. Tu vois, il y a un truc... J'imagine que tu as déjà entendu des personnes qui avaient été adoptées ou qui n'avaient pas connu leur père ou des trucs comme ça. À un moment de leur vie, ils ont ressenti un besoin très fort d'aller chercher. Donc c'est pour ça que moi j'ai l'impression, je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais moi je l'ai toujours ressenti très fortement. Et quand j'entends des gens me témoigner ça aussi, c'est que ce besoin de se connecter à nos ancêtres, il est au-delà, il est physique. Il est au-delà du mental ou du rationnel ou de je ne sais quoi. C'est un truc, j'ai l'impression, qui nous dépasse. C'est comme pour moi un besoin de respirer. Genre, c'est très, très, très puissant. Et après, il y a des moments dans notre vie. Je pense que c'est limite un mécanisme de survie, de taire ce besoin. Parce qu'il faut bien avancer, notamment quand on a des histoires familiales compliquées. Mais à un moment, ça nous rattrape. Il y a certaines personnes, sûrement, qui me témoigneront, ça m'a jamais rattrapé et je vis très bien sans et je m'en fous. Fine, évidemment. Et d'autres, ça les rattrape beaucoup plus tôt, quand ils ne sont pas prêts, donc c'est pas facile. Mais l'idéal, et justement, je trouve que dans des moments de transmission, donc oublions que le contexte où je vais avoir un enfant, ou j'ai un enfant et je veux lui transmettre des choses, de soi à soi, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre ? Qui suis-je ? Si j'avais un jour quelque chose à transmettre à quelqu'un, qu'est-ce que je transmets ? Qui je suis ? Et dans ce truc-là, moi, il y a eu un moment important. C'était sur le sujet, donc j'ai eu un garçon en deuxième. Donc moi, la question s'est posée de la circoncision. Parce que toi, tu connais moins, j'imagine. Mais alors, juste pour mettre les trucs
en place sur la circoncision, pour moi, c'était même pas un sujet. Évidemment que si un jour j'allais avoir un garçon, donc je te ramène à Mounia qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui se dit que si un jour elle a un garçon, enfin c'est même pas... Je sais pas, la réflexion se faisait même pas tellement c'était une évidence que mon fils serait circoncis. Je me souviens même que ça faisait peut-être quelques mois que je sortais avec Julien, donc on était en prépa, on était des gamins, on avait 18 ans. Évidemment qu'on se projetait pas encore à se marier et à faire des enfants, enfin en tout cas c'était pas... Mais je me souviens que je sais pas pourquoi on avait parlé de ça un jour, et j'avais dit ah non mais moi c'est trop important pour moi, et qu'il avait eu, je sais pas s'il y avait réfléchi ou à mon avis il a répondu spontanément, il avait eu l'intelligence de me dire ouais mais de toute façon si c'est un truc hyper sacré pour toi, si un jour on se marie, évidemment que on le fera. Et moi je me souviens que c'est un des moments où je me suis dit ok lui je peux le considérer sérieusement ce mec, ce Français. Donc juste pour te dire à quel point c'était une évidence. Et il se trouve que les années ont passé, j'ai jamais touché à ce sujet dans ma tête. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça où on est marque et puis on n'y va plus. Je tombe enceinte. J'apprends que c'est un garçon. La question commence à se poser. Et j'étais en formation à l'époque coach académie pendant ma grossesse. Et je me souviens que un des thèmes, c'était sur l'identité, ou je sais plus si c'était l'identité ou les croyances. Mais en tout cas, voilà. Et là, ça a commencé à me gratter. Je me suis dit, en fait, cette histoire de circoncision, ça touche à mon identité profonde. C'est ma façon à moi de transmettre à mes enfants et de me sentir, en fait, au-delà de ce que je vais transmettre, c'est de me sentir marocaine, musulmane, sémite. Et je vais le dire de manière un peu bateau, un peu niaise. Je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que mon rapport à l'identité a à voir avec le prépuce de mon fils. Je veux dire, je me suis dit, c'est un geste que je vais faire dans un moment où lui, il décide pas, où il n'est pas conscient. Donc je vais, et c'est un truc indélébile. Et tout ça, je vais le faire pour moi me sentir loyale envers mes ancêtres. Donc là, ça a commencé à me gratter. Et je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai envie de La le réflexion faire ? que tu pourrais avoir, enfin qu'on pourrait t'opposer à ça, c'est ça rentre dans la transmission aussi de quand tu as fait la murmure à l'oreille de la prière, on pourrait avoir ça exactement sur le Mais même évidemment, mais justement, je me suis dit, choisis. Oui. Ne fais pas les choses juste parce qu'on les a fait depuis 100 générations. Est-ce que toi, ça te parle ? Est-ce que ce geste, comme je me suis dit, égorger un mouton, ça me parle pas, je suis végétarienne et le pauvre mouton, ça me fait un peu chier de le machin. Je me suis dit, est-ce que le fait d'enlever le prépuce de ton fils, c'est un geste si jamais on l'avait jamais fait. Est-ce que tu l'as vraiment choisi ? En fait, voilà, si tu prends le geste et tu te dis, si c'était pas quelque chose qui se faisait dans ma famille depuis des millénaires, j'en sais rien, des centaines d'années, est-ce que je le referais ? Est-ce que je serais la première ? Est-ce que ça me serait venu à l'idée de me dire, tiens, je vais être la première à le faire ? Et d'ailleurs, à ce moment-là, je me souviens, très intéressant de voir comment notre système, quand je vous dis que vous habitez sur votre planète et que votre système de croyance, il est bien construit, et tous vos biais cognitifs vous protègent de ce qui infirme vos trucs. Je me souviens que je répondais tout le temps à moi-même quand je me posais cette question. Non mais attends, la circoncision, de toute façon, c'est pas que religieux, c'est une question d'hygiène, tous les Américains le font. Beaucoup d'Américains le font. Mais j'avais jamais été vérifiée. Et là, à ce moment-là, j'ai googlé d'où ça vient la circoncision aux États-Unis. Bon, en fait, ce que j'ai trouvé, je sais pas si c'est vrai, mais c'était à la période où les puritains étaient à fond, dans la région de Boston, tout ça, machin, et que la croyance à l'époque, c'est que les garçons qui étaient circoncis se masturbaient moins. Donc, on a fait croire à tout le monde que c'était plus hygiénique pour que tout le monde le fasse. Et c'est marrant comme un truc qui a commencé sur un mensonge, en fait, a perduré. Et aujourd'hui, tu as beaucoup d'Américains, effectivement, c'est factuel, qui se font circoncire alors que c'est pas religieux pour eux et que c'est une question d'hygiène. En fait, le seul point, c'est qu'évidemment, dans un contexte moins hygiénique, qui n'est pas le cas aujourd'hui, tu peux avoir des infections du prépuce plus que machin, mais à un moment, je vais pas te dire, je vais te couper l'oreille parce que si ça se trouve, tu vas un jour avoir une infection de l'oreille. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de... Donc, voilà, ça a commencé à me gratter. Et à ce moment-là, moi, j'ai eu des discussions hyper intéressantes avec un couple d'amis où, pour te dire un peu ils étaient enceintes en même temps que moi, en plus, c'était marrant. Le terreau culturel, eux, c'est la fille est juive, mais pas du tout religieuse. Famille ashkénaze, très, je pense très de gauche, athée, machin, mais très attachée à son identité quand même.
Et le garçon, alors lui, je crois que sa mère est de tradition chrétienne. Son père est d'origine juive, mais il l'a su quand il avait 13 ans. Juste pour te dire à quel point c'était pas vraiment présent dans son enfance. C'est-à-dire, si tu apprends à 13 ans qu'en fait ton père est juif, c'est qu'il t'en a pas parlé, quoi. Et pourtant, il a été circoncis. Et ça m'a montré, et après j'ai eu plein d'exemples comme ça, que chez les juifs et les musulmans en tout cas, parce que c'est là, en tout cas c'est les peuples qu'on connaît qui font ça, quand il n'y a plus rien, quand il n'y a plus aucun lien à la religion, il reste la circoncision. J'ai un autre ami qui est marié avec une Française qui m'a dit, il est hyper plus que laïque. Quand il a eu un fils, il a dit à sa femme, je t'ai jamais rien demandé, je te demanderai jamais plus rien, mais il faut absolument. Et parce qu'en plus, chez les hommes, il y a un truc de reconnaissance. En fait, la circoncision, c'est une façon de dire, je te reconnais, t'es mon fils. Okay. Il faut qu'il ait, désolé, c'est un peu, il faut que mon fils ait le même pénis que moi. D'accord. Donc si moi je suis circoncis, il faut que mon fils soit circoncis en fait. C'est juste, sinon c'est pas mon fils. Limite. Donc ça c'est un acte de reconnaissance. Mais c'est un acte, honnêtement, quand je te dis que quand il reste plus rien dans les gens qui viennent de ces cultures-là, même de très loin, il reste la circoncision. C'est fais l'enquête autour de toi. Que je trouve beau dans ce que tu dis, finalement, c'est qu'on pourrait se dire, celui qui choisit de le faire, il transmet quelque chose, et celui qui choisit de pas le faire, il transmet quelque chose. Mais évidemment, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui Alors moi aussi, je me suis dit, tiens, puisque les hommes, moi, beaucoup de mes amis m'ont dit, moi, c'était important au-delà du côté transmission familiale, je voulais que mon fils ait le même zizi que moi. Je me suis dit, ok, moi, il se trouve que Julien, il n'est pas circoncis, donc c'est totalement logique de dire que, tu vois. Mais vraiment, en tout cas, ce qui est intéressant, comme tu dis, tu choisis de le faire, tu choisis pas de le faire, tu transmets quelque chose dans tous les cas. Réfléchis. Ne le fais pas sans réfléchir, juste parce qu'on l'a toujours fait ou par culpabilité. Mais prends conscience à quel point dans ton génome ou je sais pas où dans ton corps, tu vas te sentir déloyal. Tu vas sentir un truc. Donc, reconnecte la loyauté autrement. Ne pars pas dans le chemin inverse. Oh, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai pas envie d'être loyal à tout ça. C'est des conneries. C'est pas vrai. T'as envie d'être loyal. Donc, comment tu es loyal ? Et typiquement, donc mes amis se posaient la même question en même temps pour des raisons différentes. Et pour le coup, en plus, mon pote était circoncis, donc il aurait pu se dire. Et eux, en fait, le geste, pareil, le geste en lui-même, ils ne l'auraient pas inventé si ça n'existait pas. Donc ils sont vraiment... ils se sont dit, en fait, nous, on a envie de transmettre l'histoire, la culture de nos racines. Comment on peut le faire autrement ? Dans des trucs qui sont peut-être plus conformes à nos valeurs ou à notre vision du monde actuelle. Eux, ils ont choisi de ne pas faire circoncire leur fils. Et par contre, d'avoir... Je crois qu'ils ont fait un équivalent un peu de Shabbat, donc c'est le vendredi soir, machin. Ils se sont dit, en fait, nous, dans le Shabbat, ce qu'on aime, c'est le côté, de manière très sacrée, un soir par semaine, on dîne en famille, on est ensemble, et on n'a pas de téléphone, on est vraiment ensemble. Bon, ils sont plutôt allés là-dessus. Et c'est là où je te dis que autorisons-nous à aller regarder nos traditions. Et même, autorisons-nous, du coup, à regarder peut-être les traditions, le patrimoine de l'humanité, et à mettre en place des choses qui nous parlent. Super passionnant, mais du coup, je me mets dans la peau de quelqu'un d'athée à qui ses parents ont potentiellement du coup choisi de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je me pose la question si je suis dans ce cas-là ou pas. Très honnêtement, je ne sais même pas. Qu'est-ce que tu fais pour rattacher à des choses, sachant que toi, tu n'as pas ces héritages dans lesquels tu peux aller te réfugier, comme les personnes dont tu as parlé. T'en as. Moi, j'ai le poulet du dimanche midi. Oui, on parle politique à partir du fromage. Si on parle politique avant le fromage, ma mère a dit non, on attend le fromage. Voilà. Donc tu vois, je sais que là, c'est les élections ce week-end. Et comme par exemple, tu me dis le dimanche midi. Tu vois bien que dans une famille athée française, Mitterrand, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ah, complètement, ça c'est sûr. Et Noël, j'imagine. Le jour du Seigneur, si c'est ouvrir une bouteille de rouge, faire un poulet et bouffer du fromage jusqu'à 18h. Mais bien sûr, c'est le jour du Seigneur pour ça. Okay. Dans les cantines françaises, encore aujourd'hui, comme par hasard, le vendredi, on mange du poisson. Alors qu'on est un pays laïque depuis je ne sais pas combien d'années. Ça vient du catholicisme. Hein. Donc, c'est pareil. C'est sûr, mais bon, le jour du baptême... Tu considères pas que tu vas... J'imagine que fêter Noël en famille, c'est important pour toi. Bien sûr. Tu vois, ça, c'est vrai que tu vois, c'est marrant. Ça. Je vois des gens qui partent voyager à ce moment-là et tout. Et c'est vrai que moi, ça me paraît fou. À la limite, si tu as envie de voyager, tu pars le 26 décembre ou le 25 décembre. Bien sûr. Évidemment. Tu vois, t'es de culture catholique. Oui. Quand bien même, je me projette le jour du baptême laïque.
Alors, tu prends le. Alors, peut-être pour toi, on va te faire un prix, on va te faire ça gratos. Hein. Mais sinon, tu viens voir 108 milliards et tu fais le thème, enfin, tu consommes le produit préparation au baptême. On va faire ça ensemble, du coup. Pourquoi pas, franchement, Allez. Avec grand plaisir. Putain, pourquoi pas. Mouna, Oh là là, tu me donnes du boulot. live tu sur me le donnes podcast, du boulot, quoi. là. Moi, j'ai trop de boulot en ce moment, je vais partir en vacances. Non, mais c'est comme j'ai pas pu. Non, mais c'est intéressant parce que, honnêtement, je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans cette situation. Et tu vois, nous, d'ailleurs, c'est toi qui as fait notre préparation aussi au mariage. Bon, on était un peu en speed, donc on n'a pas eu le full package. Mais quand bien même, quand on a dû, avec Chloé, préparer nos vœux, parce que bon, mariage laïque, c'est cérémonie laïque de mariage, c'est quand même assez facile. Tu prends deux tes témoins ou tes potes qui ont de la tchatch, tu leur dis, les gars, préparez la cérémonie, ils organisent les discours. Mais il y a un moment donné où là, tu es quand même obligé de te mouiller. C'est que faut bien faire une sorte d'échange de vœux ou pas d'ailleurs. Il y a plein de trucs. Tu dois poser la question. Je vous recommande, si vous voulez rigoler, de taper cérémonie laïque sur Google. Vous allez trouver des pratiques et des choses pour le moins surprenantes, en tout cas de ma vision. Mais si tu n'avais pas été là pour nous aider à matérialiser, à écrire et à faire en sorte que ce moment ait vraiment du sens pour nous, pour nos familles, pour les invités, et tout le monde nous l'a dit. Soit sacré. Complètement. Ça, c'est... Oui, en plus sacré, t'as raison, j'ai du mal avec le terme, parce que... Mais oui, t'as raison, sacré dans le sens où nos parents, qui, eux, ont une définition différente, ont vachement été émus, tu vois, par ce moment, tu vois. Alors ça, tu vois, je t'ai coupé, mais il y a 2 mots que j'aimerais bien qu'on redéfinisse. Déjà, est-ce qu'on peut arrêter d'appeler ces cérémonies laïques ? C'est marrant. Comment on peut les appeler ? Oui, mais parce que sinon directement... J'ai l'impression qu'on oppose laïque à religieux. Je pense qu'il y a autre chose. Hein. C'est des cérémonies humaines, je sais pas, il faut trouver un mot. Et arrêter de poser le religieux. Pareil, j'avais fait une préparation au mariage où la fille est hyper athée, machin, mais elle est juive. Et c'est important pour elle, en fait. En fait, quand je l'ai creusé sur c'est quoi ton identité, c'est quoi tes origines, elle était hyper accrochée à son identité juive. C'était très important dans son histoire, dans tout. Et je lui ai dit, et donc en gros, parce que tu décides de ne pas te faire marier par un rabbin dans une synagogue, ça ne va pas apparaître l'un des jours les plus importants de ta vie. Et donc, si, il faut que ça apparaisse, en fait, c'est trop important pour moi. Ok, jette pas le bébé avec l'eau du bain, t'es pas obligé d'aller dans une synagogue, qu'est-ce que tu peux faire au milieu, si tu t'appropries les choses, si tu te prends la liberté de te dire c'est mon patrimoine. Personne n'est là pour te dire non, t'as pas le droit de prendre ça, faut arrêter. Il y a des gens qui se disent qu'ils ont le droit de te dire, moi il y a combien de gens m'ont dit mais non, mais toi t'es pas vraiment musulmane, tu fais ton islam. Je dis oui, c'est ça, ta gueule. Non mais bref, le dogmatisme ça m'énerve. Mais si tu t'appropries, si tu te donnes de la liberté à prendre ces choses-là en disant c'est mon patrimoine, tu peux être hyper créatif et tu peux choisir. Donc, attends, j'allais dire un autre truc. Pour finir. Donc, il y a ça, donc laïque, arrêtons avec laïque ou religieux. Trouvons un mot qui englobe cette complexité et cet héritage. Et l'autre truc, c'est le mot sacré. Sacré, c'est pas forcément, justement, pour moi, c'est pas religieux. La façon dont moi j'aime définir ce mot, c'est un moment où c'est un moment qu'on vit avec d'autres humains en général. On peut vivre des moments sacrés seuls. Mais il y a quand même un côté, peut-être un peu... Il y a beaucoup de mots qui vont aller dans le religieux, mais il faut qu'on se les réapproprie. Communion. Et moi, je sais que mes moments sacrés dans ma vie, c'est les moments où ce que je faisais, ce qui se passait, était bien plus grand que nous. C'est les moments où j'ai senti une connexion. Alors, tu vois, évidemment que je suis d'un terreau, que je le veuille ou non, hein, on est déjà, je fais ça. Tout de suite, on se dit, OK, rapport au divin. Bah oui, même si, tu vois, moi maintenant, avec en plus toute ma démarche dans la De Rose méthode, qui est vraiment profondément naturaliste, donc pas de spiritualisme, pas d'esprit. Tu vois, quand je fais ça, il n'y a pas de divin. Tu peux trouver la montagne très belle, tu n'as pas besoin de te dire, il y a le dieu de la montagne qui la rend belle. Mais bon, malgré ça, je viens d'un certain... On a tous ça en nous. Donc, j'ai fait ce geste. Mais c'est pas ça que je veux dire. Tu n'es pas forcément connecté au divin ou au ciel ou je sais pas quoi. Tu te connectes. On va essayer de faire ça, comme ça c'est plus naturaliste. Tu te connectes à quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus ancien que toi. Moi, j'aime bien le mot d'inconscient collectif dans ces moments-là, tu vois. J'adore la théorie, mais essayons de donner un peu aussi de pratique, parce que oui, théoriquement, je suis d'accord avec toi, mais en fait, dans la pratique, je dois préparer le baptême, la cérémonie de baptême de mon enfant, qui n'est pas religieuse.
Par où je commence? Par où je commence, complètement. Franchement, fais appel à nous ou à d'autres personnes. Moi, j'ai toute une liste de questions, de réflexions, de livres à lire. Alors après, j'ai des formules en mode full speed, genre j'ai 3 heures à y passer ou j'ai 2 mois. Mais Et pour toi, il faut être accompagné, c'est ça que... Pas forcément, tu peux le faire tout seul. Mais pose-toi 2-3 questions. Prends une après-midi déjà. Si tu veux pas te faire accompagner, prends une après-midi, pose-toi avec ton compagnon ou ta femme et prenez le temps de vous dire qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à notre gosse. Ça peut être très simple, hein, ça peut être nous, c'est hyper important pour nous le poulet du dimanche midi. C'est un moment qui est important. C'est cool, c'est chouette, on trouve ça chouette comme moment. Partez pas sur des trucs forcément hyper philosophiques et des fois, c'est des traditions, c'est des choses simples. Il faut regarder dans la famille, il y en a. On a des rituels et on a des traditions. C'est juste qu'on s'en rend pas compte. Les trucs qu'on peut pas s'empêcher de faire, les trucs qui sont importants pour nous. Les trucs, encore, on peut agrémenter la définition de sacré. C'est des trucs, quand on les fait pas, on se sent bizarre. J'aime beaucoup ces définitions. Je trouve que ça donne des pistes super activables. Ok. On pourrait parler de tout ça des heures. Hein. On va refaire des épisodes sur le sujet. Complètement. Merci pour tout ça, Mounia. Voilà, du coup, j'ai repris un contrat alors que j'ai dit que je prenais pas de contrat de préparation en ce moment. Déjà, il y a quelques semaines, il y a ma meilleure amie qui me demande de faire sa préparation au mariage et c'est la seule à qui j'ai pas pu dire non. Est-ce que c'est, tu vois, si on repart côté business, tu vois, est-ce que c'est pas signe qu'il y a de la demande? Ah, mais c'est sûr. Mais je te dis, concentrons-nous sur tout ce on doit faire côté Mais on explorera cette partie-là parce que je la trouve réellement passionnante et manquante en fait. Il y a un chaînon manquant aujourd'hui pour peut-être pour notre génération de nouveaux papas, nouvelles mamans là, de trentenaires et comment les accompagner et on voit, je pense aussi pour certains, les répercussions de pas savoir à quoi se rattacher quoi, tu vois. Comme tu as dit, c'était la facilité avant finalement de prendre les rites des parents et de la communauté, mais quand j'en sors, on est aujourd'hui dans des systèmes de société complètement différents, tu vois, tu vis à Paris, tes parents ils sont en province, t'as 30 ans, tu vois, qu'est-ce que tu fais en fait, tu vois? Ça demanderait un épisode à part entière, mais puis les gens peuvent déjà écouter. J'avais fait dans la saison 1, là, quand je faisais des thèmes toute seule, assez courts, j'avais fait un truc sur les funérailles de ma mère. Mais ça demanderait... De toute façon, j'ai envie d'inviter, j'ai des amis très proches qui ont aussi perdu leurs parents et j'ai prévu de les inviter pour qu'on parle de tout ça. Mais tout ce que tu viens de dire sur les jeunes parents, trentenaires, machin, c'est vrai. Mais franchement, quand tu perds un de tes parents, mais moi, pour le coup, c'était la facilité, mais quel bonheur, quelle joie d'avoir eu une autoroute magnifique devant moi. Parce que, voilà. Tu parles pour du décès de ta mère pour les avec funérailles, la religion musulmane ou tout. Voilà, nous, c'était ouf. Tu m'avais raconté. Voilà. Donc on refera un thème sur ça. On refera un thème, ça marche. Bon, à bientôt. Salut.